de la communication électronique de la Poste, ARCEP au Burkina, gestionnaire du CCTLD du Burkina, le point MPF, qui est aussi présent sur ce panel. Bonsoir, Serge. Bonsoir à tous. Merci Wilfried. Heureux d'être avec vous ce soir. Merci. Nous avons Stéphane Bosmeyer, expert sécurité DNS, pionnier de la promotion du chiffrement en France, ingénieur AFNI, qui est le gestionnaire du point .fr. Bonsoir Stéphane. Bonsoir tout le monde, ravi d'être ici, mais je vais quand même donner un petit conseil. Je suggère que les gens qui ne parlent pas coupent leur micro pour éviter les phénomènes de bruit de fond et d'écho. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite pour moi. Tout à fait. Voilà. Et moi-même, Wilfried Quenard, un bureau d'enregistrement de l'entreprise Itinom, spécialisé dans le cloud et membre actif de la communauté de l'Internet. Nous allons, je vais modérer ce webinaire qui a pour thème « Attention à vos mails en ces temps de Covid-19 ». Pourquoi ce thème? La crise sanitaire a mené plusieurs entreprises à opter pour le travail en ligne et je crois que c'est le cas de la plupart d'entre nous, ou du moins des panélistes. Je vois que Jacques est à l'hôtel, où il nous a fait une petite visite de son lieu de travail. Stéphane aussi à la maison, à travers son décor. Donc, ce new normal a favorisé les attaques par messagerie qui ont explosé ces derniers mois. Et ici à Itinom, nous avons été beaucoup sollicités sur différentes questions. Beaucoup de clients ont été victimes en griffe des attaques mail et on s'est dit que cela pouvait valoir un petit débat, une petite causerie à ce sujet. Et raison pour laquelle nous avons invité ces différents experts. Alors, avant d'introduire le sujet, je vais peut-être demander à Alex Corentin, en tant que doyen, d'introduire, s'il le veut bien, ce thème en quelques mots. Merci Wilfried. En quelques mots, donc je pense que déjà je salue la pertinence un peu de ce sujet parce que on sait que la majorité des risques que l'on peut avoir justement dans l'environnement numérique viennent surtout de la méconnaissance des risques qu'on y a. Je pense que Stéphane pourra mieux comprendre, du moins pourra mieux détailler justement toutes ces problématiques liées aux risques. Donc les attaques sociales sont de loin les plus importantes que l'on a sur Internet. Et si j'en crois à une étude que j'ai parcourue il n'y a pas longtemps, celle de Verizon, qui montrait que au moins 93% des brèches qui sont reportées viennent généralement du vecteur qui est le mail. Et puis, bien sûr, il y a les réseaux sociaux qui aussi apportent une grosse contribution dessus. Alors, il n'y a pas de risque majeur, en fait, quand on échange un mail, parce que le protocole permet de sécuriser, en fait, les échanges. On a plein de choses qui nous permettent de vérifier l'identité de l'expéditeur. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on va parler. Mais je crois que le plus gros risque vient de celui de l'utilisateur lui-même. Et je crois que cette session va nous permettre peut-être de mettre en évidence un peu, justement, les mauvais usages de l'Internet ou bien de la messagerie, tel qu'on peut le voir, tous les cas de phishing qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle en français hameçonnage. Hein, je me permets de revenir en francophonie avec les techniques d'hameçonnage qui permettent vraiment de travailler sur la crédulité des internautes, sont autant d'armes qu'utilisent aujourd'hui les cyberhackers. Et bien surtout pour justement apporter des failles et des brèches de sécurité de plus en plus importantes dans l'environnement. On sait aujourd'hui comment cet environnement est critique et peut-être utile, surtout avec cette période de la pandémie où tout se fait presque actuellement dans le monde digital. Hein. Je crois que
soit à travers des mails, soit à travers des webinaires comme celui-là, des conférences calls. Et je crois que c'est l'ensemble de ces facteurs, je pense, qu'on va essayer d'éclairer. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire en liminaire, en sachant qu'il est beaucoup plus aisé de répondre à des questions précises, justement, qui sont liées un peu à faire un plaidoyer aux gens, qui permettront de mieux asseoir peut-être les débats d'aujourd'hui. Tout à fait. Effectivement, on va essayer de répondre à certaines questions. Il y a eu un certain nombre de questions, il y en a eu beaucoup, mais nous avons sélectionné les plus pertinents que nous allons essayer de répondre sur ces webinaires. Et je pense avoir oublié de présenter Yazid. Je crois que son souci technique m'a fait oublier sa présentation. Nous avons également Yazid Akanho, ingénieur télécom et spécialiste à l'engagement technique ICANN. Yazid, bonsoir. Le micro, le souci technique avec le micro, il est résolu? Toujours pas. Mais je crois qu'il nous entend. D'emblée de jeu, la première question qui est revenue tout le temps et qui revient, quelles sont les attaques possibles par mail déjà? Est-ce qu'on peut essayer de recenser un certain nombre d'attaques possibles par mail? Parce que généralement, dans nos contrées, dans nos régions, les gens se disent, mais bon, ils ne peuvent pas se faire attaquer par mail, ils ne peuvent pas se retrouver victimes d'une attaque par mail. Je vais demander à Stéphane quels sont éventuellement les types d'attaques possibles. D'abord, comme pour toutes les techniques de communication, il y a les attaques portant sur le contenu du message lui-même. Des messages, par exemple, trompeurs, des escroqueries, des mensonges, tout ça peut circuler par courrier électronique, comme ça peut circuler par n'importe quelle technique de communication. Après, il y a des problèmes plus spécifiquement techniques, plus liés au courrier électronique. Je crois que c'était Alex qui avait cité le hameçonnage, c'est-à-dire quand on va envoyer un message qui a pour but de déclencher une action, genre aller sur un site web, y rentrer ses identifiants et son mot de passe, qui vont ensuite partir chez l'attaquant. Et il y a aussi des attaques qui sont possibles par une faille dans certains logiciels de lecture. C'est des formats comme PDF ou le format DocX de Word sont des formats extrêmement complexes, avec plein de variantes, plein de possibilités. Donc le logiciel qui va lire le PDF ou le DocX est lui-même un logiciel très compliqué. Une bug est vite arrivée et certaines de ces bugs peuvent avoir des conséquences de sécurité. Le document indique qu'il y a une liste d'éléments. La liste, en fait, est plus courte que ce qui est annoncé par le document. Le logiciel lit en dehors de sa mémoire allouée et à partir de là, plusieurs attaques techniques sont possibles. Donc, c'est pas spécifique forcément au courrier électronique. Le document, par exemple PDF, qui serait un document malveillant et dont la lecture déclencherait des bugs dans certains logiciels PDF, ce document-là serait tout aussi dangereux s'il était transmis par le web que par courrier électronique. Mais ce qui est spécifique au courrier électronique un peu, c'est que il est difficile de s'assurer de l'identité de son correspondant et pas mal de gens prennent un peu l'identité du correspondant sans nuance, comme si c'était forcément vrai. Donc on reçoit un message prétendant venir de Alex Corentin et on va se dire oui, c'est forcément Alex Corentin. Et en fait, il est un peu trop facile d'usurper l'identité d'un émetteur et donc on peut avoir confiance alors qu'on ne devrait pas. Mais le problème est très complexe, hein, il n'est pas si simple. On lit souvent certains conseils de sécurité pour le courrier qui sont inutilisables en pratique, par exemple de dire ne lisez pas les messages provenant d'inconnus. Si vous êtes par exemple un service de gestion du personnel, de ressources humaines, quand vous recevez des candidatures, vous êtes bien obligé de lire des messages d'inconnus. Donc il n'y a pas de solution mirifique parfaite à ce problème. Effectivement, on en recense beaucoup et Jacques Ongbo, en tant que spécialiste cybersécurité, il vous est déjà arrivé d'entendre aux clients de faire des audits de cas concrets en matière d'attaque par mail. Jacques Ongbo. Oui,
Oui, je suis là, juste le temps d'activer mon microphone. Bon, les structures avec lesquelles je travaille actuellement n'ont pas vraiment l'habitude d'informer de ce genre de cas pratiques. D'abord parce on continue d'être dans comment je vais dire ça, dans la crainte du qu'en dira-t-on si on apprend qu'il y a eu un problème dans une structure. Donc, l'attitude de l'information n'est pas encore très largement répartie. Et donc, ce qui fait que c'est relativement difficile que je puisse donner des indications précises sur des cas précis. Mais c'est vrai que quelquefois, il y a quand même des structures, des gens qui parviennent à identifier, soit à cause d'une grossière erreur dans l'énoncé du message ou bien dans la décision qui arrive à identifier certaines tentatives de hameçonnage dans les mails et qui le partagent avec nous. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ces cas précis-là. Donc, pour le moment, pardon, je ne dispose pas de statistiques précises, de cas précis à présenter à ce niveau. Merci, merci. Et, il est impossible de parler de mail sans parler de nom de domaine, parce que le mail est forcément lié au nom de domaine. Et ce serait intéressant d'avoir l'expérience ou le retour du côté de l'ICANN. Quelles sont les remontées que l'ICANN recense, surtout en ces temps de crise du Covid. Je crois que Yazid a résolu son micro. Et s'il veut bien. Bonsoir à tous. Bonsoir Wilfried. Oui, effectivement, le souci a été résolu. J'ai dû changer de device. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à culpa. J'espère que je n'ai pas raté grand-chose. Donc, effectivement, oui, surtout en cette période de COVID-19, au niveau d'ICANN, nous recensons essentiellement, ou nous travaillons essentiellement sur ce que nous appelons les abus du système des noms de domaine. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas, on va dire, une définition unanime et formelle de ce qui constitue les abus du système des noms de domaine, mais on dira que de façon globale, on va dire, ce sur quoi on arrive à s'entendre au sein de la communauté, c'est toute activité ou toute action qui a pour caractère je ne vais pas dire de stresser, mais d'utiliser à des fins non formelles, d'accord, le système des noms de domaine. Donc, il y a 5 catégories essentielles d'abus du système des noms de domaine. Donc, des domaines qui sont enregistrés, par exemple, à des fins de hameçonnage. Donc, on va enregistrer un nom de domaine et puis, derrière ou par la suite, on va pouvoir aller, par exemple, monter un site web pour décrédibiliser une banque parce qu'on veut, par exemple, piéger les utilisateurs de cette banque et donc les rediriger vers entre griffes, le mauvais site web. Il y a des domaines qui sont enregistrés pour cette fin-là. Il y a d'autres types de domaines qui sont enregistrés, par exemple, pour purement distribuer des malwares, pour infecter donc vos différents terminaux qui sont connectés sur Internet. Et puis, il y a plusieurs autres catégories. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais une catégorie qui me vient à l'esprit ici, puisqu'on est en train de parler de mail, c'est donc des domaines qui sont enregistrés pour relayer les spams plus tard. Donc, c'est vrai que surtout en cette période de COVID-19, et comme toute période dans le monde où il y a une activité ou un événement majeur qui retient l'attention de beaucoup de gens, il y a aussi des enregistrements de noms de domaine, une certaine croissance donc dans les enregistrements.
Et par conséquent aussi, on peut soupçonner une certaine croissance dans les activités d'abus du système des noms de domaine. Donc, il y a eu une étude qui a été menée par le département technique d'ICANN et qui a révélé au final quand même que oui, il y a eu une certaine croissance sensible, même si on aurait soupçonné que la croissance peut-être aurait été en tout cas plus importante. Il y a eu quand même une certaine sensible croissance donc des abus du système des noms de domaine de façon globale. Maintenant, au niveau de la plateforme d'ICANN qui, on va dire, je ne vais pas dire qui surveille, mais qui permet quand même de pouvoir obtenir des données. La plateforme s'appelle DAAR, Domain Abuse Activity Report. Donc, cette plateforme permet de sortir, de générer des statistiques mensuelles avec les noms de domaine génériques. C'est systématique. Et donc, justement, en cette période de COVID-19, on a eu un travail, je vais dire, supplémentaire qui a constitué, donc, à informer les gestionnaires de registres d'un certain nombre de domaines qui présentaient des caractères abusifs. Voilà globalement ce que je peux dire au niveau d'ICANN et des noms de domaines et des activités liées au mail. Merci. Merci Azid pour ce détail. Alors, j'expose un cas. Un client nous transfère un mail, lui demandant, il reçoit un mail d'urgence, lui demandant que son domaine expire au bout d'ici moins de 2 semaines. Pourtant, il y avait à peine 1 mois que nous lui avons renouvelé ce domaine. Donc, il panique, il nous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais que vous nous avez déjà géré ce domaine. Vous m'avez rassuré d'avoir renouvelé. Et là, qu'est-ce qui se passe? On regarde le contenu du mail. Le mail, il est vraiment un mail officiel, en griffe, bien présenté. Les codes couleurs, la présentation, le formatage du mail correspond effectivement au bureau d'enregistrement qui lui gère son compte. À la seule nuance que le domaine a été substitué. Donc, son domaine étant xxxx.com par exemple, il retrouve un domaine qui est plutôt du xxx.y.com. Bref, à vue d'œil, cela laisse croire qu'il s'agissait bel et bien d'un mail venant de son domaine, de son bureau d'enregistrement. Dans ces cas, il nous demande comment, quels sont les signes qui devraient l'alerter parce qu'en tant que simple utilisateur, il n'est pas censé faire attention à ces détails. Est-ce qu'on peut, oui, Alex veut bien répondre. Donc, la question, c'est de savoir, dans ces cas, que conseiller aux clients dans ces genres de cas. Oui, Alex. Écoute, je crois que ça relève un peu déjà de la culture. C'est vrai qu'on est utilisateur et qu'a priori, on fait confiance à 100% à son prestataire de service. C'est-à-dire, ici, en l'occurrence, tu parles du prestataire du nom de domaine. Il faut bien dire que dans le cas que tu exposes, la responsabilité directe du bureau du registre n'est pas engagée puisqu'il y a eu une fraude sur le nom de domaine. C'est-à-dire que ce n'est pas le vrai domaine qui est mis en cause, mais c'est une homonymie qui est utilisée de telle façon à faire, c'est ce qu'on appelle, vous savez, les principes d'amassonnage. On hack les gens, on trouve le maximum d'éléments d'identification qui sont le plus proches de ce qu'il connaît le plus, on le met en confiance et lui, bien sûr, il se met automatiquement en confiance. Alors, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que dans le système de messagerie, il y a plusieurs problématiques qui se posent. D'abord, dans le premier cas, les mails qui viennent, par exemple, de domaines régulièrement enregistrés. C'est que ces domaines sont enregistrés, mais par contre, ils sont généralement hébergés dans des serveurs qui sont généralement partagés. Je prends les gens qui font du web hosting ou tout simplement du mail hosting dans un data center sur des systèmes à IP partagés. Donc, les techniques, généralement, font que le SMTP est le même et il est ouvert à tous les utilisateurs, à tous les gens qui ont des noms de domaine. Et des fois, il y a des difficultés, des fois même d'identification. Il y a le problème d'identité numérique. Chaque mail hoster devrait avoir son identité propre. Donc, chaque serveur. Donc,
ce qui veut dire simplement, c'est très complexe en fait si l'on analyse et qu'on va dans le domaine technique. Par contre, ce qu'on recommande aux utilisateurs, et moi je le recommande fortement, chaque fois que vous recevez un mail, quel qu'il soit, regardez bien si le nom de l'expéditeur qui s'affiche correspond bien au mail auquel il est rattaché. Des fois, vous voyez très bien, par exemple, des mails de Google qui disent votre compte Google est, on est en processus de vérification des comptes Google, etc. Mais quand vous cliquez et que vous regardez de manière plus détaillée le mail qui est associé, vous apercevez que ça ne vient pas de Google. C'est quelqu'un qui essaie d'hameçonner, qui essaie de récupérer des identités. Et ça, c'est très difficile. C'est simplement la vigilance de l'utilisateur. Techniquement, il y a très peu de difficultés parce que les mails ne proviennent pas réellement des sources sur lesquelles on pense qu'elles sont venues, mais elles sont parties, elles viennent de l'autre côté. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a technique? Je pense que là, Stéphane pourra mieux nous éclairer dessus, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont détenteurs d'un système de messagerie, il y a des techniques telles que les SPF, il y a les DKIM, il y a pas mal de techniques aujourd'hui qui permettent d'avoir une identification forte du mail. Et ça, peut-être leur dire qu'il faut à ce moment-là utiliser ces techniques d'identification pour être sûr que le mail est signé de telle façon qu'on puisse tracer sa provenance. Mais sincèrement, pour moi, dans le cas d'espèce, c'est vraiment la formation des utilisateurs. Vos clients doivent être formés. Il faut qu'il y ait en fait du warning et puis qu'on fasse de plus en plus d'incentives. Moi, aujourd'hui, je vois le cas, par exemple, que je vis au Sénégal, hein, c'est qu'aujourd'hui, avec la pandémie, et bien entendu que beaucoup de structures se sont tournées justement par une présence Internet. Donc, ils ont sollicité des adresses, du moins des identifiants Internet, du moins des noms de domaine. Mais là où la problématique est forte, c'est que généralement, quand on audite ces domaines, on s'aperçoit qu'ils sont hébergés de manière très artisanale par des gens qui n'ont pas les compétences, qui ne mettent pas en place les techniques nécessaires pour pouvoir assurer le minimum de sécurité, aussi bien des systèmes de messagerie qu'autre chose. Et c'est ça, je pense que c'est un problème de formation aussi à ce niveau. Je pense que Stéphane aura sûrement des choses à dire de ce point de vue-là. Ben, puisqu'on me sollicite, alors le problème est vraiment compliqué parce que effectivement, la première étape, c'est que la plupart des utilisateurs n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un nom de domaine, ni de comment le vérifier. C'est pas tout de leur dire il faut le vérifier. Pour beaucoup d'utilisateurs, quand il y a un nom de domaine, par exemple, godaddy.n'importequoi.com, ils voient pas bien la différence avec godaddy.com. Les gens qui travaillent dans l'industrie des noms de domaine savent comment est structuré un nom de domaine, mais ceux qui n'y sont pas ne comprennent pas. De même, la subtile différence entre un point et un tiret peut leur échapper. Donc, si on a un godaddy-support.com, ça peut n'avoir aucun rapport avec Godaddy et l'utilisateur ordinaire ne le sait pas. Donc, ça, il y a effectivement un gros travail de formation à faire. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce qu'il y a un problème donc, spécifique au courrier électronique qui est la facilité avec laquelle on peut tricher sur l'émetteur. Je peux très facilement, et n'importe qui peut, il n'y a pas besoin d'être un champion de l'informatique, envoyer un message qui va avoir comme adresse d'expéditeur Emmanuel Macron@elysée.fr. C'est trivial. Et il y a très peu de moyens de se défendre contre ça. Donc, il faut après étudier plus en détail ce qui se passe. L'utilisateur que citait Wilfried, celui qui a reçu une demande de renouvellement du domaine alors qu'il l'avait renouvelé, a eu le bon réflexe. Il en a parlé à un spécialiste, en l'occurrence Wilfried. C'est surtout ça le message qu'il faut faire passer aux utilisateurs, c'est une fois qu'on leur a dit que les noms de domaine étaient importants, une fois qu'on leur a dit qu'il y avait des escrocs, des malveillants sur l'Internet et qu'il fallait faire attention, il faut aussi leur fournir un référent auquel ils pourront aller en cas de problème. Dans un environnement professionnel, par exemple, il est crucial que tous les employés sachent à qui s'adresser s'il y a un problème ou un doute. Alors, dans l'environnement personnel, quand on est tout seul chez soi, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur parce qu'on ne sait pas forcément à qui s'adresser et beaucoup d'utilisateurs sont complètement largués, ne savent pas du tout de quoi il s'agit, ne savent pas où aller. Donc, c'est tous ces points qu'il faut garder en tête avant de passer aux solutions techniques. Alors, les solutions techniques, il y en a.
Mais puisqu'on est en période de pandémie, c'est l'occasion de rappeler qu'il n'y a pas de médicaments sans effet secondaire. Toute solution technique va avoir des inconvénients, de coûts, de contraintes, de choses comme ça. Et donc, il ne faut pas espérer qu'on trouvera une solution parfaite qui n'aura pas de problème. En outre, il faut être bien conscient de ce qu'offrent ces solutions et ce qu'elles n'offrent pas. Par exemple, SPF, qui est sans doute la technique la plus simple à mettre en œuvre, une des plus efficaces, SPF dit l'expéditeur, et encore, il y a 2 expéditeurs, et la plupart des utilisateurs de courrier électronique n'en sont pas conscients, mais l'expéditeur de l'enveloppe est bien du domaine qu'il annonce. Mais ça ne vous protège pas contre quelqu'un qui ne vérifie pas le domaine en question. En d'autres termes, PayPal peut avoir SPF, mais si vous recevez un message qui vient de paypal-support.com, ça ne vous garantit pas plus qu'il vient de PayPal. Donc les outils techniques comme SPF sont utiles, il faut les déployer, ça j'ai pas de doute là-dessus. Il ne faut pas croire que ça va résoudre tous les problèmes. À mon avis, le conseil le plus oublié, il y a des tas de conseils à donner aux utilisateurs, mais un des plus oubliés, c'est sachez à qui vous adressez si vous avez un doute. Sachez où est l'expert dans votre entreprise à qui vous pouvez parler si vous avez un doute. Tout à fait, effectivement. On retient qu'il faut des formations à l'endroit des utilisateurs, des administrateurs, et aussi il sera judicieux d'avoir un référent ou un expert avec qui se tourner en cas de soupçon. Un autre cas, parce que on va vraiment parler des différents cas possibles ici, c'est que nous avons eu un utilisateur qui nous appelle et qui nous dit qu'il a perdu, je note 49 millions sur son compte en banque, son compte en ligne. On me dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est beaucoup comme perte. Et après analyse, après investigation, qu'est-ce qui s'est passé? L'individu s'est inscrit sur un site en remplissant le formulaire, nom, prénom, email, mot de passe. Et comme par hasard, l'email et le mot de passe qu'il a fourni sur le site xxy.com correspond exactement à son email, à son mot de passe de Gmail. Donc, le site pirate, ayant tout simplement récupéré son email et son mot de passe Gmail, s'est connecté sur Gmail en utilisant son email et ce mot de passe. Bingo, le mot de passe a marché, fonctionnait sur Gmail. Et ayant accès à son email Gmail, à son compte Gmail, malheureusement, le client ou l'individu avait enregistré tous les accès à ses comptes bancaires dans sa boîte Gmail. Donc, tout simplement, l'attaquant a récupéré tous ces accès, s'est connecté sur ses différents comptes bancaires, a changé les accès, les authentifications ou les vérifications ou les doubles authentifications, il les faisait valider parce qu'il avait modifié les accès. Et du coup, ce chef d'entreprise s'est retrouvé dépouillé de tous ses sous. Donc, du coup, sa question, c'est de savoir comment gérer les mots de passe, les différents mots de passe quand on sait qu'on se connecte sur différents sites différents, sur plusieurs sites différents. J'ai Jacques encore qui a levé la main, donc je le laisse intervenir. Jacques, que penses-tu ou voudrais-tu partager une petite expérience à ce sujet? Je crois qu'il faut que tu actives ton micro. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon, ça peut aller. Ok. Donc, justement, je voulais parler de cette donc, votre mail, un autre mot de passe pour le téléphone, un mot de passe pour le compte de mobile money, un mot de passe pour... Et après, Ta connexion est très très mauvaise. Utiliser plusieurs mots de passe. Oubliez de... Allô? Tu es toujours là? On a du mal à te recevoir, Jacques.
Allô Jacques, ta connexion est mauvaise. Alors en attendant que Jacques ne revienne, est-ce que Seyssanou, du côté de l'autorité de régulation au Burkina, vous avez eu à gérer ce genre de plainte ou ce genre de cas, vous est-il remonté en tant qu'autorité? Oui, oui, merci. Alors, pour la question donc des mots de passe utilisés notamment par les... Je disais, pour la question des mots de passe, je crois que c'est un phénomène que nous rencontrons tous les jours, hein, parce que les utilisateurs ne savent pas trop bien, ils n'ont pas eu cette formation. Tout à l'heure, on parlait de sensibilisation, donc ils n'ont pas cette formation-là pour choisir un mot de passe qui soit acceptable, hein, parce qu'un mot de passe, comme on le dit, robuste, ou un mot de passe béton serait un mot de passe où il faut respecter un certain nombre de règles pour le créer. Mais malheureusement, la plupart des utilisateurs ne lisent pas beaucoup et donc n'ont pas cette formation-là. C'est pourquoi la question de sensibilisation, elle est vraiment essentielle. Or, vous savez que la majorité des utilisateurs, disons plus de 70% des utilisateurs ne sont pas des techniciens. Donc, ils ont affaire à des situations où ils ont un mail, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, sur Yahoo, un autre mail au niveau des réseaux sociaux, sur son téléphone, etc., etc. Donc, on se retrouve en substance à gérer, par exemple, une dizaine de comptes mail. Et les gens ont tendance, bien sûr, à faire des erreurs. Donc, soit on choisit un mot de passe très simple qu'on peut retenir, mais malheureusement qui présente une faille de sécurité importante, ou bien encore, on utilise simplement le même mot de passe. Voilà. Parce que au Burkina Faso, c'est un constat que nous avons fait au niveau de l'autorité de régulation. Nous conseillons d'ailleurs les utilisateurs, à chaque fois qu'on nous contacte par rapport donc à ces pratiques-là, c'est un phénomène quand même constaté. Les gens utilisent souvent le même mot de passe sur plusieurs comptes. Donc, il suffit qu'un pirate ait la présence d'esprit de deviner ou d'imaginer donc les fréquentations possibles donc de l'utilisateur. Et très rapidement, il a accès à beaucoup de sources d'informations et donc il pourrait ensuite sévir. Voilà. Pour en revenir donc aux emails et puis au Covid-19, avec cette pandémie et tout ça, je dois dire que nous avons connu un phénomène assez marqué, hein, dans la mesure où chez nous, nous avons traversé une période en tout cas d'élection présidentielle. Et donc, il y a eu une forte utilisation donc, de ces réseaux sociaux-là et des emails. Et comme vous savez que de plus en plus les candidats font une guerre médiatique, et dans la guerre médiatique, l'outil de communication maintenant aujourd'hui, c'est l'Internet. Donc, on utilise beaucoup l'Internet parce que ça réduit bien sûr les coûts pour les candidats. Il n'y a pas à investir sur des banderoles, sur des maquettes, ou sur en tout cas des outils que vous connaissez d'habitude pour faire de la publicité ou autre. Avec Internet, c'est facile. Le courrier peut se dupliquer autant de fois qu'on souhaite, des milliers, et on envoie par diffusion à tout le monde. Donc, malheureusement, ceux qui font cela ne sont pas protégés et n'ont pas, en tout cas, un minimum de connaissances sur la sécurité associée donc, à ces mails-là. Voilà. Je pense que c'est ce que nous avons traversé récemment. Et j'insiste en tout cas pour dire que la sensibilisation, telle que mes prédécesseurs l'ont évoqué tout à l'heure, est essentielle. Sensibiliser, c'est la première des choses. Voilà. Stéphane disait que ça ne va pas régler, en tout cas, tous les problèmes, mais néanmoins, si on sensibilise, mais déjà une bonne partie, en tout cas, des personnes qui utilisent ces nouvelles, en tout cas, ces nouveaux usages-là, pourraient en tout cas réduire le risque, en fait, le risque minimum, un risque à un niveau donné, qui leur permettrait de pouvoir donc surfer tranquillement avec un minimum de sécurité. Voilà. Alex a parlé tantôt de juste faire la remarque entre l'email qu'on utilise, que vous recevez, est-ce qu'il est équivalent à un email que vous connaissez? Parce que si le nom de domaine change avec une subtilité d'un tiret et autres, donc ça pose déjà des problèmes. Donc, je crois qu'en matière de sécurité, la question elle est quand même assez... le mail, le service le plus utilisé dans les organisations, dans tous les systèmes, c'est l'email par excellence qui est utilisé. Et donc, je dois dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. Merci. Merci Serge. Jacques a eu du mal, on a eu du mal à l'entendre, mais il a passé son message en écrit, par message. Et donc, il suggère d'utiliser des gestionnaires de mots de passe. Quand on se rend compte que pour chaque site, à chaque site, son mot de passe, et plus on en crée, plus cela devient un cauchemar de gérer différents mots de passe pour différents sites. Et dans ces cas, il recommande d'utiliser des gestionnaires de mots de passe.
Alors, dans ce cas, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont toujours efficaces, les gestionnaires de mots de passe? Parce que c'est alors confier ces mots de passe à quelqu'un en griffe d'inconnu. S'ils sont fiables, lesquels vous recommandez? Parce que la question est vraiment de savoir comment gérer les mots de passe quand on a différents sites web. Je peux peut-être demander à Stéphane ou à Jacques, si c'est bon, si sa connexion a résolu, de reprendre le micro. Jacques, ça fonctionne de votre côté? Bon, apparemment, Jacques a continué à avoir des problèmes. Donc, les gestionnaires de mots de passe, c'est le même problème que le choix de tous les logiciels, évidemment aggravé par le fait qu'on leur confie des secrets importants. Je suis d'accord, je pense, avec tout le monde pour dire qu'il faut utiliser un gestionnaire de mots de passe, puisqu'il faut utiliser des mots de passe différents, donc un gestionnaire de mots de passe est indispensable. Pour la sécurité, ça doit être du logiciel libre pour qu'il puisse être audité, vérifié. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il y a des tas d'autres problèmes qui surviennent après. Je crois que le plus utilisé, ça doit être KeePass, c'est celui qui est le plus souvent utilisé. On oublie aussi que chaque navigateur web a un gestionnaire de mots de passe intégré et qui marche bien et qui est une solution raisonnablement satisfaisante pour beaucoup d'utilisateurs. Celui de Firefox est très bien, par exemple. Donc, c'est aussi une solution qui a l'avantage de ne pas nécessiter un nouveau logiciel en plus. D'accord, ok. Donc, on retient alors il serait intéressant d'utiliser les gestionnaires intégrés au navigateur. Si certains des questions, qu'ils n'hésitent pas à poser dans le chat. Wilfried, il y a aussi des gens qui lèvent la main. Par exemple, je vois Bosco qui lève la main. Oui, Bosco de Vinci, oui. Allez-y, vous avez une question, une remarque? Activez votre micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est concernant la réponse de M. Stéphane et l'apport de M. Wilfried par rapport au gestionnaire de mots de passe que je voudrais intervenir. De mon expérience, je crois que quand vous achetez Kaspersky comme antivirus, je crois qu'il y a déjà un moteur intégré qui est Kaspersky Password Manager qu'on peut utiliser. Il y a les Google Password aussi Manager aussi qu'on peut utiliser. Et puis, ce que moi j'utilise généralement comme extension pour sauvegarder mes mots de passe, c'est LastPass. C'est une extension qui est liée à Google Chrome. Donc, je voulais faire cet apport par rapport à cette question de gestion de mots de passe. Merci. Merci, Devesco, effectivement. Je rappelle que Kaspersky est un antivirus et qui offre cette possibilité de gérer vos mots de passe. Merci pour cet apport. Je crois que Jacques a voulu essayer encore d'intervenir. On va le prendre en avançant. On entend parler mot de passe faible, mot de passe fort, mot de passe compliqué. Donc là aussi, d'autres demandent tout simplement, est-ce qu'il ne faut pas s'orienter vers des mots de passe qui soient forts, mais faciles à se retenir? Est-ce qu'on peut en citer ou est-ce qu'il y a des techniques pour avoir des mots de passe qui respectent un certain nombre de rigueur et qui soient facilement mémorisables, pardon. Alex est toujours là, s'il veut intervenir, ou Yazid. Oui, moi, je veux bien intervenir par rapport à ce point justement concernant les mots de passe, facile, pas facile, difficile, etc. Je crois que ça dépend de la culture de chaque individu. Et malheureusement, on ne peut pas se mettre à la tête, du moins à la place de chacun des utilisateurs. C'est très difficile à résoudre. Par contre, c'est quand on est en train de déporter le truc du point de vue technique, il y a bien sûr des solutions du point de vue technique. Mais l'utilisateur lui-même,
généralement, il va utiliser des mnémoniques relativement simples pour essayer de pouvoir se connecter au moment où il le souhaite le plus. Moi, je connais même ici à l'université, j'ai vu des professeurs d'université utiliser des mots de passe et puis quand c'était un peu compliqué, ils mettent ça sur un post-it et ils mettent ça sur leur écran d'ordinateur pour être sûr de ne pas l'oublier. Ils oublient que n'importe qui peut à ce moment-là utiliser le mot de passe, bien entendu. Donc, c'est une culture à apporter. La culture est de dire aux gens, de toute façon, quand vous êtes chez vous, vous avez une clé. Vous allez chercher une clé de plus en plus sécurisée. Donc, vous allez changer de canon, etc. Donc, il faut qu'il y ait une culture de la sécurité, mais aujourd'hui aussi, il faut que du point de vue technique, vous les prestataires, nous les prestataires, etc., on pousse les gens à adopter des systèmes de double authentification qui permettent de pallier un peu à ce genre de problème. Donc, c'est de plus en plus usité, mais sincèrement, pouvoir dire à quelqu'un un mot de passe, il faut qu'il y ait un chiffre, un caractère, un machin, etc., et il va pouvoir se le rappeler à chaque fois qu'il se lève le matin après s'être brossé les dents, ça relève vraiment de chaque individu. Alors là, ça va être tristement. Par contre, on peut très bien rabâcher cette information, cette culture, et pour ceux qui ont des utilisateurs, ben, essayer de mettre en place des stratégies et des politiques qui leur permettent de renouveler régulièrement les mots de passe. Je crois que c'est encore ce qui va être le mieux. Alors, Jacques, je crois que c'est bon, il a résolu son micro, il a levé la main. Jacques? Allô? Tu peux activer ton micro? Décidément, les dieux de la connexion ne sont pas avec Jacques. Ah, d'accord, ok. Et il continue par nous écrire. Alors bien, une question importante se répète, ou du moins ça revient très souvent à la une. Est-ce possible de savoir, en cas de victime, l'identifiant ou d'identifier son attaquant, hein, le pirate? Est-ce possible de l'identifier et surtout est-ce possible de porter plainte et de le faire arrêter? C'est une question qui est revenue très souvent hein, lors des sensibilisations. Et dans ce cas, je crois qu'il y a Yazid qui lève la main, qui veut bien intervenir et faire un apport à ce sujet. Ok. Merci beaucoup, Wilfried. Je voudrais en fait partager une expérience que nous avons vécue au niveau d'ICANN il y a quelques semaines seulement, et c'était avec le Mexique. Donc, les Mexicains qui étaient confrontés à un problème, en fait, d'abus de DNS, très clairement, et qui ne savaient pas en vérité comment est-ce qu'il fallait, je vais dire, conjuguer les efforts pour pouvoir stopper le phénomène. Je n'ai pas tous les détails de ce qui se passait, mais de façon concrète, c'est que des citoyens mexicains enregistraient des domaines et ensuite procédaient donc à des activités d'abus en fait et escroquaient les honnêtes citoyens de diverses manières. Et ils se sont rapprochés d'ICANN en disant, enfin, évidemment, c'était les autorités de cybersécurité du pays qui voulaient comprendre, qui voulaient du support de ICANN. Et ICANN leur a dit, attention, nous ne sommes pas une entité, on n'est pas une police. C'est vrai que nous sommes là, en fait, pour gérer, pour coordonner le système. Et nous allons vous expliquer dans un premier temps comment il fonctionne. Donc, renforcement de capacité vis-à-vis des autorités. Et c'était plusieurs parties prenantes. La police, les autorités de cybersécurité, le gouvernement lui-même. Et il a fallu donc faire, je vais dire, conjuguer là aussi plusieurs efforts. Donc, j'ai parlé de renforcement de capacité tout à l'heure pour expliquer ce que c'est que le système, comment est-ce que Internet en lui-même fonctionne, comment est-ce que l'enregistrement d'un domaine fonctionne, comment est-ce qu'on ne peut pas savoir en réalité la finalité
de l'utilisation du nom de domaine qui est enregistré, parce que, entre parenthèses, ces autorités pensaient qu'il y avait le moyen de savoir, en fait, au moment où on est en train d'enregistrer un domaine, pour quelles raisons on veut l'enregistrer. Et donc, il a fallu expliquer tout ça. Et ensuite, il a fallu expliquer comment est-ce qu'il fallait faire, ou comment est-ce qu'on pouvait faire du croisement d'informations. Donc, aller, par exemple, trouver ne serait-ce que où est-ce que le domaine a été enregistré, donc qui est le registraire. Ensuite, où est-ce que le site web est hébergé, etc. Bref, de la collecte d'informations et de l'interprétation de ces informations-là. Donc, pour répondre de façon très crue, c'est oui, cela est possible, mais ça nécessite une certaine coordination, une certaine collaboration entre plusieurs entités qui généralement occupent, on va dire, un certain espace de l'Internet. C'est ce que je peux apporter comme réponse. Merci. Ah, c'est rassurant, Yacine. Je crois que tu rendrais heureux beaucoup de personnes là de savoir que pour chaque attaque, elles peuvent se plaindre et traquer cette personne de mauvaise foi. Alors, nous avons Serge aussi qui veut intervenir. Serge, tu peux activer ton micro. Oui, merci. Merci. C'est somme toute pour dire presque la même chose, hein, mais seulement à une échelle au niveau national, parce que là, c'est ICANN, de dire simplement que de l'organisation qui est mise en place, donc les utilisateurs doivent comprendre aujourd'hui qu'il y a des entités ou des services spécialisés auxquels ils peuvent s'adresser, notamment lorsqu'ils sont victimes de ce genre de choses-là, ou porter plainte. Et donc, il va s'en suivre sans doute une investigation et tout. Et donc, c'est pour ne pas redire en tout cas ce qui vient d'être dit, c'est pour dire qu'en tout cas, dans chaque pays, on constate aujourd'hui qu'il y a un élan en tout cas d'organisation, parce que pour répondre à ces incidents-là, c'est surtout l'organisation à mettre en place. Ce n'est pas la question technique qui vont primer ici, mais surtout l'organisation qui sera mise en place, accompagnée bien sûr de la sensibilisation qu'on ne va pas cesser de continuer de faire, la sensibilisation, pour que les utilisateurs sachent à minima ce qu'il faut faire quand ils sont face à ce genre de choses-là. Mais surtout, avoir l'information de où est-ce qu'il faut aller se rendre pour avoir de l'aide. Il faut être accompagné, bien sûr, parce que comme je l'ai dit tantôt, beaucoup d'utilisateurs d'Internet ne savent même pas ce que c'est que le courrier électronique. Ils les utilisent comme ça par principe, mais les risques et les vulnérabilités associées à cela, il n'y a que les techniciens qui ont cette information-là. Donc, aujourd'hui, c'est une question d'organisation pour moi, pour pouvoir lutter efficacement contre ces phénomènes. Merci. Alors, je rebondis, Serge Lassano. Alors, au Burkina, si quelqu'un se retrouve victime de ce genre d'attaque, vers qui, de façon précise, on pourrait se tourner? Voilà, au Burkina, donc, nous avons mis en place, donc, il y a quelques années de cela, donc, un CERT national, CERT, c'est Centre de cybersécurité, dont le rôle principal, c'est d'accompagner justement les utilisateurs et tous ceux qui sont victimes d'incidents donc informatiques. Il y a toutes sortes d'incidents, parce que la classification des incidents, elle est vraiment quelque chose d'assez vaste. Au-delà donc de ces incidents, on peut considérer donc les gens qui sont victimes, en tout cas par la messagerie, même de fraude, même d'informations mensongères et toutes sortes de choses là. Donc tout ça est qualifié et donc on peut se rendre donc ou en tout cas porter plainte devant le CERT. Le CERT est un site web, il y a un site web en tout cas à la disponibilité donc de ces usagers là. Pour pouvoir, donc, ou bien s'adresser simplement des mails également aux autorités. Voilà, les autorités qui feront le relais vers justement ces centres spécialisés-là. Tout ça, c'est possible de le faire. Voilà. Si on n'a pas cette formation-là ou on ne sait pas quoi faire, je crois qu'il y a ces relais-là qui peuvent apporter assistance en tout cas aux utilisateurs. Merci. Merci. Je sais aussi qu'il existe un CERT africain dont Jacques Mko est membre. Je ne sais pas s'il n'est pas connecté. Non. S'il veut bien nous donner quelques petits détails, malheureusement, il n'est pas là. Allons du côté de l'Europe avec Stéphane. Est-ce que, oui, Stéphane, voilà, en France, quand on est victime de ce genre d'attaque, est-ce qu'il existe une procédure assez simple vers qui se tourner et se plaindre? Si possible, faire arrêter l'attaquant.
c'est un peu comme pour d'autres actes de délinquance. Il y a une grosse différence entre la possibilité technique et la possibilité réelle en pratique. Dans le monde numérique, tout ce qu'on fait laisse des traces. Donc, et beaucoup de traces. Donc, il est toujours possible, techniquement, de retrouver des choses sur les gens. Mais que ça soit possible techniquement ne veut pas dire que ça va être fait vraiment en pratique. Effectivement, les victimes ne savent pas toujours à qui s'adresser. Quand elles vont, par exemple, dans un commissariat de police ordinaire, les policiers peuvent ne pas être formés. Les victimes, souvent, se font envoyer promener avec oh ben non, si c'est sur Internet, on peut rien, ou non, non, mais c'est trop compliqué. Donc, l'accueil des victimes n'est pas toujours favorable. Et il y a des gens compétents dans les services, par exemple, de police. Ils ne sont pas toujours assez nombreux pour gérer tous les problèmes. Et il y a des questions de formation importantes. Donc là aussi, il y a un enjeu de formation important avec ce que ça coûterait. Et il y a un manque de personnes compétentes pour enquêter réellement. L'enquête est toujours possible, mais malheureusement, il n'y a pas toujours des gens compétents pour enquêter sur tous les sujets. Bien qu'il y ait des gens compétents, il y a une agence de cybersécurité, il y a tout ce qu'il faut, mais pas toujours quand on en a besoin et pas toujours facile à trouver pour les victimes. Donc, est-ce à dire que la victime va se dire... Pardon Wilfried, désolé, mais je t'entends très peu. C'est très haché. Allô? Oui, vous me recevez? Oui, là, je t'entends. Voilà, donc je disais tantôt que, à travers tes dires, cela laisse croire que l'individu, ou du moins c'est la victime, devrait ne pas envisager se plaindre ou se mettre à la poursuite de l'attaquant, parce que c'est quand même pas évident. Mais c'est le cas pour beaucoup d'autres délits. Si j'habite à Paris, si on va se plaindre d'un cambriolage, ça va pas être comme dans un roman policier où plusieurs policiers vont immédiatement aller enquêter, chercher des empreintes digitales, faire des choses compliquées. La plupart du temps, c'est classé sans suite. Pour pas mal d'autres délits, c'est comme ça. Il y a une époque, il y a encore quelques années, c'est pas complètement terminé, où une femme qui était victime de viol ou d'agression sexuelle, il n'y avait pas d'enquête non plus, il n'y avait pas d'action qui était menée, même quand c'était possible. Donc là, pour tout ce qui est des agressions en ligne, numériques, je ne dis pas qu'il ne faut pas porter plainte, je dis que pour la victime, des fois, le parcours est trop pénible, est trop... alors que la victime est traumatisée, a subi éventuellement des pertes financières importantes, obtenir une enquête, obtenir qu'on trouve quelque chose va être assez difficile. On a vu ça dans des affaires, par exemple, de harcèlement en ligne. Quand la victime est quelqu'un de connu, un personnage public qui peut tirer les bonnes ficelles, il y a eu des fois où les agresseurs ont été retrouvés et condamnés, mais quand la victime est une personne ordinaire, c'est beaucoup plus difficile. Mais ce n'est pas un problème spécifique au numérique, c'est malheureusement un problème fréquent de l'accueil des victimes par les services de police. Alors, c'est vraiment bien à savoir. Mais donc, de ce qu'on peut retenir quand même, si cette personne veut se lancer dans ce track, dans cette poursuite, elle devra s'adresser à qui en priorité? Alors, dans le cas de la France, clairement, si on est victime de quelque chose, à la police, qui est là pour ça et qui, normalement, doit pouvoir accueillir les gens et les aiguiller. Malheureusement... La police conventionnelle que tout le monde connaît? Ben oui, tout à fait. Il n'y a pas il y a pas une police numérique différente. Il y a des policiers spécialisés dans les questions numériques, informatiques, dans l'Internet, mais c'est la même police, soumise aux mêmes règles, fonctionnant de la même façon, d'autant plus que certaines attaques peuvent n'être que partiellement numériques. Il peut y avoir une combinaison de techniques numériques et autres. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir une police différente pour les problèmes numériques. Par contre, il faudrait avoir des policiers spécialisés, ça oui, mais ce n'est pas ceux que va voir la victime. La victime ne sait pas en plus forcément analyser ce qui se passe. Par exemple, la victime, c'était l'exemple que tu citais, constate que son compte en banque est vidé. La victime ne sait pas forcément comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé.
Donc, effectivement, il faut passer par la police ordinaire. D'accord. Je crois que Jacques est de retour. Jacques, tu peux reprendre le micro. Alors, en tant que membre de la CACA, voilà, qu'est-ce qu'une victime devrait faire en cas de ce genre de désastre? Bah, la première chose, c'est qu'il faut toujours conseiller à tous les utilisateurs d'informer. Pas nécessairement d'aller directement vers une grande structure, mais d'informer un technicien dans leur environnement. Un technicien, ils sont dans une entreprise, il faut informer la structure d'appui à l'intérieur de l'entreprise. Ce sont des utilisateurs qui ne sont pas dans une entreprise, c'est par rapport à leur compte personnel. Il faut qu'ils trouvent moyen d'informer n'importe quelle structure de police. Parce que ce sont les policiers eux-mêmes qui décident comment aiguiller, comment faire le dispatching des cas à l'intérieur de la police. Donc, théoriquement, on devrait s'attendre à ce que n'importe quel commissariat de police soit en mesure de donner de l'information aux utilisateurs. Seulement, ce n'est pas le cas. Je suis présentement quelque part où on essaie, je me suis plaint auprès d'une brigade de lutte contre la cybercriminalité. Je leur ai dit, mais j'ai été dans tel commissariat, les gens ne vous connaissent pas. Ils m'ont dit, oh là là, surtout pas, il ne faut pas que tout le monde nous connaisse maintenant. Maintenant, bien que les gens ne nous connaissent pas, on est déjà débordé. Donc, c'est pas, il faut surtout pas que tous les policiers nous connaissent là. Donc, jusqu'à présent, eux, ils essayent encore de réduire, de limiter. Mais il faut nécessairement qu'on trouve moyen de permettre à l'information de remonter jusqu'à certains spécialistes parce que ceux-là sont en mesure de conduire par la suite, sur la base de l'information qu'ils auront recueillie, de conduire des actions de sensibilisation, aussi bien au niveau des utilisateurs ou bien des actions de sensibilisation au niveau des décideurs pour que les décideurs puissent mettre des moyens pour qu'on puisse apporter des solutions. Donc, il faut vraiment aller dans cette direction. Je sais, par exemple, que certains pays, et j'aime beaucoup citer le Ghana dans ce cas-là, certains pays ont mis en place des systèmes de signalisation où n'importe quel individu, à partir d'un compte WhatsApp, de son mail ou bien de son téléphone, ou bien par SMS, informer d'une situation particulière, d'un cas particulier, d'une situation qu'elle ne comprend pas, par rapport à laquelle elle estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et normalement, à partir de ce signalement, tous les services techniques doivent pouvoir prendre le relais. Je fais exprès de préciser normalement, parce que lorsque cette plateforme-là a été lancée à grande pompe, on a fait la fête, puis on s'est permis de demander aux gens, bon, maintenant, comment est-ce que vous faites? Et on a compris que les policiers, ils ont dit, mais ça ne nous oblige pas à faire une enquête. Et c'est à ce moment-là que les développeurs se sont rendus compte, on a fait un outil qui est très beau, qui nous permet d'avoir de l'information, qui respecte toutes les conditions d'anonymat pour pouvoir protéger les individus et tout le reste. Et vous, maintenant, policiers, vous me dites que ça ne vous oblige pas à faire des enquêtes. Et le ministère de la Justice qui s'en est mêlé pour dire qu'il n'y avait pas le droit de faire ci, de faire ça. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Il faut qu'on continue de rechercher comment faire intervenir plusieurs professions pour pouvoir protéger les utilisateurs. Voilà un peu. Effectivement, hein, je tiens aussi à préciser qu'au Bénin, il y a un ensemble de procédures qui ont été mises en place, notamment avec l'ANSSI, l'Agence nationale du système informatique, qui a en son sein le CERT national, donc le BJCERT. Il travaille avec l'OCRC, qui est l'organe de répression des cybercrimes. Et il faut avouer qu'un certain nombre de choses se font, évoluent, même si ce n'est pas toujours appréciable. On les a invités pour ce webinaire, l'ANSSI. Malheureusement, ils n'ont pas pu répondre présent. Je crois qu'il y a Serge aussi qui veut rajouter quelque chose. Alors Serge, tu peux activer ton micro. Non, là, ça devait être une erreur. Bon, excusez-moi. Ben, j'en profite alors, puisque j'ai la main, j'en profite pour dire quelque chose sur l'organisation des sortes et tout ça. Je pense qu'au Burkina, c'est exactement la même configuration que le Bénin. On a une ANC qui est belge en son sein également, un CERT national.
Mais ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on fasse, les autorités, peut-être qu'on doit faire beaucoup plus d'efforts dans ce sens-là. Parce que pour que la cybersécurité soit efficace en termes d'action qu'on pourrait faire pour protéger les usagers, il faudrait qu'on affine un peu les mesures qu'on a mises en place. Parce que l'existence d'un seul simplement ne signifie pas qu'on aura, en tout cas, l'attitude de toucher tout le monde, ne serait-ce que faire des alertes et sensibiliser en tout cas les utilisateurs. Mais normalement, les SOC doivent fonctionner avec des représentants, des points focaux dans les différentes structures, que ce soit l'administration publique ou les privés, qu'on appelait des UAGI, des unités donc, de gestion des incidents, des unités de gestion des incidents, un peu dans les différentes structures, qu'elles soient privées ou administratives. Donc, c'est un réseau. Je veux parler là de réseau. Il n'y a qu'un réseau qui peut permettre, en tout cas, d'être le plus proche possible du citoyen, que le citoyen soit dans une entreprise ou même au grand marché. En tout cas, c'est une organisation qu'il faut mettre en place. Mais comme quelqu'un l'a dit, ça ne va pas suffire forcément à régler tous les problèmes, mais il faut bien partir de quelque part, commencer donc à prendre à bras le corps, comme on le dit, la problématique justement des abus et des problèmes de cybersécurité. Voilà. Merci. Merci Serge. Et enfin, peut-être le dernier point, c'est quelles sont les bonnes pratiques que doit avoir un usager vis-à-vis du mail. Parce que n'étant pas forcément averti, comment anticiper sur ce genre d'attaque, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation. On peut faire un tour de table suivant. Ok, il y a Alex qui a levé la main. Alex, tu peux activer ton micro. Oui, alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Déjà, de base, ne jamais ouvrir un mail dont on ne connaît pas l'expéditeur. Je crois que c'est important parce que quand on communique avec des gens, on communique généralement avec des gens qu'on connaît. Ou si on a des suspicions sur la validité de ce mail, évitez autant que faire se peut de le regarder. Deuxième recommandation. Un mail où on m'informe que je serai recruté par le NIC Sénégal pour rencontrer à durée infinie. Alors que tu n'as jamais postulé, alors là, c'est de la grosse arnaque. C'est le principe de base, c'est-à-dire ne pas répondre. On ne donne jamais des informations d'identification via mail. Et la majorité des entreprises sérieuses ne feront jamais ce type de demande. Donc, on ne demande jamais des procédures d'identification par mail. Ce n'est pas du tout usité et dans la majorité des best practices. Donc, évitez autant que faire se peut de répondre à des mails. Si un mail vous demande des informations qui sont dites personnelles, ne jamais communiquer par mail ces informations personnelles. Ça, je crois que c'est à base aujourd'hui que les gens comprennent ça relativement bien, parce qu'ils ont vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il faut transposer ce qui se passe dans les réseaux sociaux dans ce qui se passe dans le mail. D'accord? Et je pense que si cet ensemble de bonnes choses, de best practices et d'usage sain, parce qu'il faut avoir un usage sain quand même de la messagerie, sont mis en place, à ce moment-là, je pense qu'on diminue le risque. Ça ne veut pas dire qu'on l'élimine, parce qu'il y a toujours des capacités, des possibilités justement de passer au-delà de ces quelques conseils de bon sens. Merci, merci Alex. Il y a Yazid aussi qui veut partager certaines bonnes pratiques au sein de l'ICANN, probablement. Ok. Merci beaucoup, Wilfried. Alors, les bonnes pratiques, moi, je dirais que c'est au-delà du mail. C'est les bonnes pratiques en matière donc, de tout ce qui est interaction avec Internet. Et bien sûr, qu'on soit utilisateur ou qu'on soit donc technique du point de vue d'un fournisseur, du côté d'un fournisseur d'accès ou d'un opérateur qui offre des services, c'est vrai que les bonnes pratiques vont être relativement différentes. Donc, chez un opérateur, il faut s'assurer qu'on a suivi les standards, que les bonnes pratiques sont effectivement déployées, qu'on a activé un certain nombre de mesures, je vais dire, de protection, comme par exemple la validation DNSSEC, qui va permettre, entre autres, je peux dire d'éviter de faire piéger l'utilisateur en le redirigeant potentiellement vers
vers une destination qui n'est pas la bonne. Il faut activer un certain nombre d'autres mesures et faire ce qu'on appelle la veille technologique, on va dire ça comme ça. Alors que du point de vue de l'utilisateur, on va beaucoup insister certainement sur la vigilance, oui, sur tout ce qui est donc, on va dire, la sensibilisation. On l'a dit tout à l'heure, lorsqu'un utilisateur a enregistré un nom de domaine, il doit pouvoir savoir, par exemple, à quelle entité il faut se plaindre lorsqu'il constate un problème. Il faut qu'il connaisse effectivement qui est son bureau d'enregistrement et qu'il sache qu'il a une certaine collaboration à mener avec le bureau d'enregistrement. On doit pouvoir l'outiller petit à petit sur un certain nombre de bonnes pratiques aussi. Et je pense que ça aussi, on ne le dira jamais assez. Et c'est cela. Et là aussi, il faut vraiment une collaboration de toutes les parties prenantes, que ce soit les registres, que ce soit les registrés. Il ne faut pas se fatiguer de sensibiliser les utilisateurs. J'ai participé à certains forats où on dit par exemple que j'ai vu le S de HTTPS, donc je suis en sécurité. Vous voyez, il y a malheureusement parfois de ces petits mythes-là aussi qu'il faut pouvoir briser au niveau de l'utilisateur. Et voilà, il faut continuer aussi la collaboration au niveau de toutes ces instances. Je pense que c'est vraiment beaucoup revenu tout au long de ce webinaire, la collaboration entre les différentes entités qui participent au fonctionnement de toute cette machine-là. Chacun dans son rôle, bien sûr, que ce soit l'opérateur qui doit veiller à ce que le service est fonctionnel, que ce soit l'hébergeur qui lui aussi, à un moment donné, doit collaborer, que ce soit les services de cybersécurité qui doivent assurer la veille technologie pour leur staff eux-mêmes, mais aussi qui doivent continuer à sensibiliser et mettre en place des outils qui permettent vraiment de protéger les internautes. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un vrai plaisir d'être avec tout ce panel-là. C'est toujours un plaisir d'être avec le doyen Alex, avec Stéphane, que je salue encore au passage. Merci beaucoup. Merci Yazid. Il y a Alex, nous avons Stéphane aussi qui veut faire un apport. Oui, quand Alex a parlé de ne pas envoyer d'informations personnelles par courrier électronique, je me suis dit que demain, j'ai un rendez-vous chez le notaire pour la vente d'une maison et que le notaire m'a demandé par courrier électronique une copie de ma carte d'identité, de plein d'autres informations du même genre. Donc, si j'avais écouté Alex, j'aurais pas pu vendre ma maison. Mais bon, pour revenir je précise, hein, il a demandé de ne pas le faire des inconnus. Oui, mais alors c'est là justement où je ne suis pas forcément d'accord, parce que d'abord, il y a des fois où c'est simplement pas possible dans l'activité professionnelle. J'avais cité l'exemple du service ressources humaines qui reçoit des candidatures de gens qu'on ne connaît pas, qui sont nouveaux. Ou bien si on reçoit également des contacts d'entreprises qui vous proposent des produits, on ne peut pas ne parler qu'aux gens qu'on connaît. Sinon, on se prive de tout un tas de nouvelles possibilités. Et puis, il y a un autre problème dans ce conseil de de se méfier de ce qui vient des inconnus, c'est que le courrier électronique, c'est trop facile d'usurper. Et que les gens peuvent dire, mais ce n'était pas un inconnu, c'était le président du conseil d'administration. Ben non, ce n'était pas le président du conseil d'administration, c'est quelqu'un qui se faisait passer pour lui, ce qui, avec le courrier électronique, est un peu trop facile. Donc, le conseil de ne pas... c'est un conseil qui n'est pas réaliste, je trouve, qui n'est pas pratique. Moi, et puis, d'autres conseils sont bons techniquement, mais ne relèvent pas des utilisateurs. Yazid parlait de DNSSEC, il a tout à fait raison. Évidemment que DNSSEC, c'est une bonne technique et il faut le déployer. Mais ce n'est pas l'utilisateur qui le fait. C'est le service informatique. Donc, l'utilisateur lui-même, les conseils qu'on peut lui donner, c'est effectivement d'apprendre un minimum de choses sur le fonctionnement de l'Internet, des noms de domaine, ce que ça signifie. Maintenir sa machine à jour pour éviter les attaques techniques. La plupart des attaques qu'on voit par des fichiers attachés, des PDF ou des docx malveillants, ciblent des vulnérabilités de Windows qui sont
patché depuis longtemps par Microsoft, mais pas sur la machine de l'utilisateur. Donc, s'il n'y avait qu'un seul conseil à donner, c'est déjà s'assurer que le logiciel est bien à jour. Ça ne résout pas tous les problèmes, il n'y a pas de solution parfaite, mais ça en résout quand même beaucoup. Alors là encore, en entreprise, c'est plutôt au service informatique de s'en occuper, mais pour l'utilisateur individuel, c'est à lui de le faire. Et d'ailleurs, j'en profite pour un autre conseil aussi de sécurité par rapport aux rançongiciels, qui sont une menace très fréquente aujourd'hui. Faites des sauvegardes, copiez vos fichiers. Il peut toujours arriver des problèmes. Les problèmes, ça peut être le rançongiciel qui chiffre vos fichiers, ça peut être une panne matérielle du disque dur, ça peut être vous qui faites une fausse manœuvre et qui détruisez des fichiers. Donc, si vous avez des fichiers importants, et a priori c'est le cas, pensez à faire des sauvegardes. Mais il faut bien être conscient de quels sont les conseils qui sont vraiment pour les utilisateurs et quels sont ceux qui sont pour les équipes techniques. Je répète, DNSSEC ou d'ailleurs SPF qu'on a cité, très bonnes idées, il faut le faire, ça, il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas l'utilisateur qui le fait, ce sont des tâches pour les informaticiens. Oui, je crois qu'effectivement, Yazid l'a précisé, que ces conseils allaient à l'endroit non seulement des utilisateurs, mais aussi des prestataires et des opérateurs, si je ne me trompe pas. On a Jacques qui veut aussi faire un apport. Jacques, tu peux activer ton micro. Bon, j'ai entendu parler de tous les conseils pour les professionnels et je crois qu'il faut vraiment qu'on insiste beaucoup à ce niveau-là et que tous ceux qui ont des charges d'instructeurs, d'enseignants dans les universités, dans nos écoles, aient à cœur d'inculquer la culture de la sécurité à tous les ingénieurs avant qu'ils sortent de l'école. Il ne faut pas que ce soit juste un problème des ingénieurs en cybersécurité ou bien de ceux qui ont un profil cybersécurité, mais tous ceux qui sortent, qui sont administrateurs de ci ou de ça, qu'ils aient le réflexe de la sécurité depuis l'école. Donc, je voudrais juste qu'on ajoute, qu'on puisse insister là-dessus pour que ceux qui peuvent aider à produire des compétences dans ce domaine-là le fassent. Voilà un peu. Merci, Jacques. On se rend compte que c'est vraiment difficile avec ces conseils de lutter contre ces attaques. Mais une chose est certaine, la culture, la recherche personnelle, les conseils auprès des avertis, des experts ou des référents peuvent largement contribuer à lutter contre ce phénomène. Merci à tous. La session était censée durer 45 minutes, maximum 1 heure, avec un peu de retard. Je crois qu'on a dépassé. Et j'ai une question, Joker. La semaine passée, on a eu Google qui s'est retrouvé hors service dans certaines zones du continent. Alors, on se demande bien ce genre d'attaque parce que quelqu'un me dit, mais voilà, j'ai reçu un mail où on me dit YouTube est hors service. Il n'a pas cru à ce mail qui l'informait. Dans ce genre de cas, réaction. Déjà, avez-vous été informé de ces faiblesses de Google, des services de Google, notamment YouTube? On a Jacques qui a levé la main, Stéphane. Allez-y. Stéphane, oui. Pour Jacques, c'était une erreur et je baisse la main. Alors, pour moi, c'était, oui, la panne des services de Google, tout le monde l'a vu, je crois, c'était difficile de la rater. Quand Google est en panne, non seulement on ne peut plus regarder des vidéos d'animaux sur YouTube, mais beaucoup de gens ne peuvent plus travailler parce que leur courrier est sur Gmail, leur fichier sur Drive. C'était pas à proprement parler un problème de cybersécurité. Google a expliqué ce qui s'est passé, c'était une panne. Il y a beaucoup plus de pannes que d'attaques, d'autant plus qu'il s'agit de systèmes complexes et que Google privilégie, d'abord, il faut que ça aille vite, il ne faut pas que ça coûte trop cher, n'oubliez pas que c'est de services gratuits, donc Google n'essaye pas de faire un système qui soit
incassable. Il y a forcément des pannes de temps en temps et ça arrive. Ça renvoie aussi à ce que je disais sur l'importance des sauvegardes. Des gens qui n'avaient leurs fichiers que sur Drive, bah, ça leur donne une idée de qu'est-ce qui se passerait si demain Google décidait de supprimer leurs fichiers ou si Google arrêtait ce service. Donc c'est intéressant d'avoir des pannes de temps en temps parce que ça rappelle de quoi on dépend. Merci effectivement, hein, Stéphane, de se rendre compte qu'on est tellement dépendant de ces mastodontes. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on peut s'en passer? Difficile de le faire. Yazid et Serge, pour ce dernier point, avant de faire le tour de table. Merci beaucoup. Ça fait bien d'évoquer ce fameux problème de Google et c'est bien que Stéphane nous explique ce qui s'est vraiment passé et attire notre attention sur le fait que tant qu'on reste dépendant de ces services-là, il y a toujours un risque. Et moi, je veux le ramener, je veux le lier justement à la problématique du jour qui est le mail. On utilise beaucoup de mails, enfin de services publics gratuits pour la messagerie, surtout pour les entités gouvernementales. C'est vrai que dans notre pays, en tout cas au Bénin, il y a un gros travail qui est en train d'être fait depuis quelques années pour pouvoir justement se démarquer en tout cas du lot. C'est le moment justement d'attirer l'attention sur cette pratique-là qui n'est pas vraiment recommandable. Et comme l'a dit Stéphane, tant qu'on dépend de ces services, un beau jour, on peut justement se rendre compte que, tiens, ce service n'est plus opérationnel. Petite blague aussi que je partage. Il y a juste 4 ou 5 jours, ça fait longtemps que je n'ai plus accédé à la musique sur mon téléphone et puis paf, je me rends compte que le service Google Music n'est plus fonctionnel sur le téléphone. Ça m'a fait sourire et puis me demandait si je voulais transférer ma playlist, etc. Ça m'a fait sourire. Je me suis dit, mais attention, là encore, on parle de la dépendance des services. Donc, c'est quelque chose qu'il est important aussi de pouvoir continuer à sensibiliser. Merci. Effectivement, hein, ce sujet nous emmène à se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui on peut se passer du cloud, des services du cloud? Est-ce qu'on peut se focaliser uniquement sur ces services locaux, sur son infrastructure professionnelle? Difficile, hein, en tout cas, ceci peut faire l'objet d'un autre webinaire. Un autre. Oui. Je veux intervenir, oui, parce qu'on dépend non seulement sur tablette, smartphone, Drive, petite communication, collaborative et tout. Oui, Serge, c'est bon, tu peux... Oui, effectivement, cette dépendance crée quand même des soucis, hein, parce qu'en fait, le danger, c'est qu'au fur et à mesure que l'économie numérique, j'allais dire, augmente, on dépend de plus en plus de ces plateformes-là. Et on oublie même qu'on dépend de ces plateformes-là. Comme Stéphane l'a dit, c'est en cas de problème qu'on se rend compte du niveau de dépendance qu'on a pour ces choses-là. Et donc, l'effet est immédiat. Mais nous, on peut noter également que ces plateformes-là ne traitent pas, en fait, souvent des messageries de la même manière. Messageries venant de certains noms de domaines, etc. Nous, par exemple, on a fait l'exercice, l'expérience, hein, que souvent, on a été blacklisté même par Google parce que tout simplement, ils nous disent qu'on a envoyé un lot de messages de manière intempestive, etc. Mais après les vérifications, on a vu que ce n'était pas le cas et qu'en substance, ils avaient plus d'explications à nous donner. Donc, il n'y a pas un traitement égalitaire. D'ailleurs, ça me permet donc d'introduire un nouveau concept. Donc, je vais en parler pendant 1 minute. C'est ce qu'on appelle l'acceptance universelle. Voilà, l'acceptance universelle, c'est un concept, un principe selon lequel les domaines en fait doivent fonctionner, doivent être traités de manière équitable en fait, par les applications et les systèmes et donc sur toutes les plateformes. Je crois que même au sein de l'ICANN, il y a un working group, il y a un groupe de travail là-dessus. C'est le Universal Acceptance Steering Group donc qui travaille là-dessus. Voilà. Au sein également de l'Organisation africaine des noms de domaines, AFTLD, African Top Level Domain. Donc, moi, je suis membre, en fait, du board. J'anime quand même ce groupe de travail là-bas, à ce niveau, qui est le Universal Acceptance Working Group également. Et nous œuvrons, en fait, pour, en tout cas, intercéder auprès des différents techniciens un peu partout
pour que le problème soit bien maîtrisé, parce que c'est d'abord un renforcement des capacités de formation. Et il est important quand même, il y va de la neutralité en fait d'Internet. Si on veut que tous les mails soient traités de manière égalitaire, je crois que la problématique donc, de l'acceptance universelle est tout à fait posée. Donc, je voulais finir sur ça pour dire qu'il y a des efforts quand même qui sont en train d'être faits et on continue en tout cas d'aborder donc les problématiques comme il le faut. Merci. Ça fait plaisir d'entendre parler de l'acceptance universelle, sur lequel je crois Yazid aussi avait eu à... Pourquoi il appelle là-bas? Allô Yazid, tu as le micro ouvert. Autant pour moi. Voilà, donc Yazid qui, je crois, a levé la main, probablement parce qu'il a été aussi ambassadeur de l'acceptance universelle et qui souhaite placer quelques mots à ce sujet, juste avant le... Oui, effectivement, c'est une problématique qui est extrêmement importante, surtout dans nos pays, je vais dire du Sud, où le taux d'alphabétisation est assez faible. Et à côté, il y a quand même beaucoup de langues locales et il y a, je vais dire, aussi à ce niveau-là, quand même des gens qui se connectent à Internet et qui ont besoin d'avoir leur nom de domaine dans leur langue directement. Donc, la problématique que pose le docteur est effective et nous devons continuer à mobiliser les efforts dans ce sens-là. Alors, j'ai reçu un petit message de quelqu'un en off qui me dit, ben, oui, il a trouvé la solution à son problème. Dès qu'il se sentira attaqué, menacé ou victime d'une attaque, il n'aura juste qu'à se tourner vers l'un des panélistes présents dans ce webinaire. Bon, je crois que il n'a pas tort, hein? Et pour ça, un petit tour de table en commençant par des volontaires. Pour justement clore le sujet, oui. Moi, je vais être volontaire. Je suis tout à fait d'accord avec Stéphane sur ses remarques. Je pense toujours à l'utilisateur lambda, celui qui, aujourd'hui, si je prends le cas de l'Afrique, de manière plus spécifique, et surtout de nos jeunes 3.0, qui malheureusement n'ont pas vécu toutes les péripéties des systèmes que nous avons mis en place, ils ont tendance à retransposer leur façon de fonctionner au niveau des réseaux sociaux sur des systèmes de messagerie, alors qu'ils passent d'un cap où ils étaient dans de l'interactivité à un système où on va maintenant dans le professionnel. Par exemple, comme tu dis tout à l'heure, et tu l'as dit avec juste raison, quand je suis obligé d'envoyer un document, un truc à une instance, etc. Justement, c'est que simplement, il faut qu'ils ouvrent les yeux et qu'on dise aux gens de manière très claire que la détiquette, la manière dont on utilise le mail n'est pas celle avec laquelle on utilise les réseaux sociaux. Et de la même façon que c'est l'impact qu'il peut y avoir justement sur les systèmes est beaucoup plus important. Il y a des risques majeurs justement non seulement d'être attaqué, mais aussi de servir de relais d'attaque pour les autres systèmes. Bon, des trucs élémentaires qu'il faut simplement prendre en compte. Je pense que c'est à force de répétition et à force d'éducation et à force de sensibilisation seulement que, en fait, on peut pas éliminer, encore une fois, je le dis, mais diminuer l'impact de ces risques-là au niveau d'un certain nombre d'utilisateurs qui sont pas avérés. Et puis, dernier plaidoyer. On a beaucoup parlé des plateformes nationales ou des plateformes qui devraient servir justement de relais d'éducation ou de relais d'information, etc. Il est grand temps que ça se fasse. Parce qu'on en parle, mais généralement, il n'y a pas encore une vraie culture de partage justement sur ce genre de choses et surtout trouver des canaux qui soient le plus, démocratiques possible. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à ces informations, puisse avoir au moins ces aspects informatifs à la limite. Il faut qu'on initie, je vais peut-être finir par ça, il faut qu'on initie les gestes barrières contre les risques informatiques comme on a initié des gestes barrières contre le Covid.
du Hein? Covid. Voilà. De distanciation sociale, des masques, etc. Merci beaucoup. Ben, très beau conseil hein, avec ces gestes barrières contre les attaques mille. Une deuxième personne pour ce tour de table éclore sur ce sujet. Je pense qu'on fonctionne en mode volontaire. Oui, Yazid, vas-y. Alors, merci beaucoup. Je pense que après les propos de Alex, moi je dirais peut-être qu'il faut plus de collaboration, insister sur la collaboration entre les différents acteurs de l'écosystème. Je voudrais partager également, justement, dans ce sens-là, une initiative à laquelle ICANN est en train de prendre part, qui s'appelle DSFI, DNS Security Facilitation Initiative. L'idée étant justement de pouvoir mieux collaborer entre les différentes entités qui concourent au fonctionnement, à la résilience, à la sécurité, à la stabilité d'Internet. ICANN se focalisant un peu plus sur le DNS, mais il y a plusieurs autres infrastructures qui, ensemble, permettent donc aux utilisateurs lambda de pouvoir bénéficier des services. Et le constat est parti du fait que à plusieurs occasions d'incidents de cybersécurité, il a peut-être manqué un peu plus de collaboration. Et donc, je pense que même à l'échelle nationale, le Burkina partageait tantôt un certain nombre d'expériences. Et je pense que oui, à l'échelle nationale, à l'échelle sous-régionale et même mondiale, cela est vraiment important. Parce que, comme disait Stéphane, l'utilisateur, lui, finalement, en fait, il ne sait pas tout ce qui doit être fait du point de vue technique pour que son expérience soit la plus sécurisée possible. Et donc, il revient aux experts ou en tout cas aux spécialistes du domaine de s'assurer que tout ce qu'il faut de façon nécessaire est fait et que cela est effectivement déployé et effectivement opérationnel. Mais une fois que c'est opérationnel et que quand même on arrive à enregistrer des incidents, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir donc très rapidement contenir cela? Comment est-ce qu'on fait très rapidement pour pouvoir investiguer, comprendre ce qui s'est passé, tirer les leçons qui s'imposent et appliquer donc les correctifs? Je pense que tout cela est aussi important et tant qu'on continuera à collaborer, on va pouvoir espérer que Internet sera de plus en plus sécurisé. Merci beaucoup. Effectivement, on retient que Yazid insiste beaucoup vraiment sur la collaboration entre toutes les entités. Merci Yazid. Jacques, pour ce tour de table, si Jacques est connecté. Je suis connecté, mais il ne faut pas que je redise ce que tous les autres ont déjà dit. Donc, on garde ce qu'ils ont dit et ça a été très bien dit par des gens qui maîtrisent très bien le sujet. Très beau résumé. Alors, c'est Sanou, oui. Le mot de fin. Tu peux activer ton micro. Oui. Alors, comme mot de fin, je dirais que, comme Jacques l'a dit, hein, tout a été déjà dit. Et nous devons donc encourager peut-être le public à faire donc à ne pas avoir peur, puisque dans tous les cas, nos activités sont régies aujourd'hui par ces méthodes-là, ces canaux de communication, l'email par excellence, et comme je l'ai dit tantôt, le service le plus utilisé donc de l'Internet. Alors, donc, ça veut dire que dans l'avenir, l'utilisation va ne faire que croître, en fait, de l'Internet par rapport à la navigation ou autre service. Alors, donc, c'est des mesures barrières, comme Alex l'a dit, qui doivent être prises en compte. Et pour pouvoir mettre en place ces mesures barrières-là, il faut vraiment beaucoup de sensibilisation, des sensibilisations dont l'initiative peut ne pas être prise par les utilisateurs eux-mêmes. Voilà, par des groupes, par des autorités ou même par la société civile. La société civile peut elle-même, enfin, ceux du moins qui ont une bonne connaissance de ces choses-là, peuvent organiser tout cela.
afin de mettre en tout cas à disposition des utilisateurs un certain nombre d'informations pour qu'ils puissent naviguer dans ces nouveaux, dans ces nouveaux circuits immatériels là, que sont l'Internet, les réseaux sociaux et tout ça. Parce qu'il y va en tout cas de la sécurité. Et, ce n'est plus une sécurité virtuelle, mais c'est plutôt une sécurité physique. Merci. Tout à fait. Effectivement, des initiatives pour vraiment sensibiliser doivent être mises en avant. Je crois qu'il nous reste Stéphane. Puisqu'on a cité l'actuelle pandémie plusieurs fois, c'est l'occasion de rappeler que c'est très difficile de donner des conseils de sécurité, comme c'est très difficile de donner des conseils d'hygiène ou de médecine à un vaste public. Il faut des messages très simples, puisque beaucoup de gens n'écouteront pas. Il faut que ça s'applique à beaucoup de cas, puisqu'on aura le même message pour tout le monde. Et il faut le répéter souvent. Or, le monde de la santé publique est compliqué. C'est donc pas facile d'avoir des messages qui soient simples, qui marchent dans tous les cas. C'est encore pire en cybersécurité. On a le plus grand mal à donner des messages qui fonctionnent. Et en fait, on a beaucoup de messages même qui sont erronés. Par exemple, je pense que demander aux gens de changer régulièrement leur mot de passe, c'est une mauvaise idée. Ça va les encourager à utiliser des mots de passe triviaux, parce que c'est plus facile à retenir, ou à les écrire. De même, beaucoup de sites web vous imposent des règles pour les mots de passe, au moins 8 caractères, un caractère spécial, un chiffre, qui sont des conseils erronés, puisque ça réduit l'entropie, c'est-à-dire la variété des messages. Donc, on a tout un champ de travail considérable qui est la communication vis-à-vis des utilisateurs. Qu'est-ce qu'on leur raconte qui soit vrai, qui soit simple à mettre en œuvre, qui améliore réellement leur sécurité. On n'a pas encore vraiment trouvé là-dessus et il y a certainement beaucoup de travail à faire. Oui, tout à fait. Sur ce sujet, par contre, il y a certains qui préfèrent prêcher la sensibilisation par peur. Et donc, il faut faire peur aux utilisateurs en leur disant, voilà, vous aurez ci, vous aurez ça. Donc, continuez à avoir des mots de passe forts, compliqués. 8 caractères, il est changé régulièrement. Dommage que certains qu'on a invités n'ont pas pu répondre présent, notamment Nancy, qui, je pense, je les ai déjà entendus plusieurs fois, encourager à avoir des mots de passe lourds et surtout les mettre régulièrement à jour. Mais bon, je crois que ceci peut également faire un autre sujet de débat. Merci encore à chacun de vous. On retient donc pour ce webinaire qu'il faut vraiment sensibiliser non seulement les utilisateurs, former les administrateurs, vraiment encourager la collaboration entre les entités et au pire des cas, c'est avoir des référents en cas de doute, de soupçon ou voilà, de demande de conseils. Et sur ce, je ne peux que remercier tout le monde, remercier aussi tous les participants. Et s'il y a peut-être une dernière question au sein des participants qu'on peut, si vous le permettez, rapidement accepter. Non. Non, personne. Je crois que tout le monde est resté. Je suppose que le sujet est assez intéressant. Bon, merci à vous. Le webinaire a été enregistré et donc il sera disponible. Ceci sera partagé à chacun des personnes connectées. Vraiment, une fois, merci encore à Serge, à Stéphane, à Yazid, à Alex, voilà, à tout le monde, à Jacques. Jacques est parti apparemment, déconnecté, mais bon. Et on ne peut que vous donner un autre rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera probablement après les fêtes. Mais avant ça, je vous souhaite joyeux Noël, bonne fin d'année et attention aux gestes barrières contre les attaques mail. Merci. Allez, merci. Et bonne fête à tout le monde et une meilleure année 2021. Merci. Meilleure année. Ouais, les caméras s'activent. Ouais, on voit Yazid, on voit Serge. Au revoir. À bientôt. Alex, oui. Jacques.
Au revoir. Bye bye.